monsieur Saint-Pierre, ce n'est pas votre première fois à Sciences Po, puisque vous avez été étudiant et également enseignant ici. Oui. Et donc ensuite, vous avez commencé votre carrière comme analyste financier, vous avez été responsable de la vente action chez Odo, puis vous avez rejoint Lazare Frères Gestion en 1993. Nous n'étions pas nés avec Victor. Et, il n'y a pas de quoi se vanter. Je donne mon âge. Et vous êtes désormais associé gérant, vous dirigez l'activité de gestion privée depuis 2009. Vous avez également cofondé le Cercle Jean-Baptiste C, qui cherche à populariser les idées de Jean-Baptiste C, mais nous y viendrons dans la conférence. Monsieur Manière, vous êtes diplômé de l'ESSEC et titulaire d'une maîtrise en droit des affaires de la SAS. Vous avez commencé une carrière de journaliste en 1984 au sein de plusieurs grandes rédactions, donc pour en citer quelques-unes, Le Quotidien de Paris, Europe 1, L'Expansion, Le Point. Et vous avez également dirigé l'Institut Montaigne de 2004 à 2009, puis vous avez fondé votre propre cabinet en communication stratégique, Footprint Consultant, et vous êtes également lié au Cercle Jean-Baptiste C puisque vous l'avez parrainé. Donc je laisse Victor continuer sur la production. Ben non, c'est remarquable de durer si longtemps sans dire trop de bêtises. Je suis très impressionnant. Enfin, je plaisante, il y a zéro bêtise sur ce qui me concerne. Tout est vrai. Alors peut-être pour introduire un peu ce sujet qui est donc l'entrepreneuriat aujourd'hui en France et les attitudes des Français envers leurs entrepreneurs. Peut-être que c'est important de noter qu'en 2018, la France n'a été classée que 32e sur l'indice Doing Business de la Banque mondiale, qui en fait mesure la facilité de faire des affaires en France. Ce qui est pointé du doigt notamment, c'est évidemment la complexité, l'instabilité de notre fiscalité, la lourdeur des tâches administratives, un code du travail assez volumineux, on le constate souvent, et assez peu flexible. Mais d'un autre côté, force est de constater tout de même que la France, c'est le pays de réussite entrepreneuriale récente, multiple. Je pense à Xavier Niel, Marc Simoncini, François Pinault, en passant par les Doctolib, le slip français, le chauffeur privé, et tant d'autres. Première question, messieurs, la France est-elle un pays d'entrepreneurs ? Est-ce que je réponds alors ? Plus largement déjà, s'il faut voir, c'est que la France a du mal à considérer l'économie comme étant la production. Et la production, c'est le résultat de ce que font les entreprises. Et elle a du mal parce qu'elle pense d'abord avant de parler de production de richesse, elle pense d'abord à sa répartition. Donc on a un vrai sujet où, depuis le début, je ne sais pas depuis quand exactement, on prend un peu les choses à l'envers. Et alors effectivement, la production, c'est normalement l'affaire des entreprises et donc l'affaire des entrepreneurs. Donc on a un gros retard, et donc ce retard, il tient notamment au fait que, par exemple, si on regarde dans l'histoire constitutionnelle de nos libertés, la liberté d'entreprendre n'existe pas. En fait, plus précisément, la liberté d'entreprendre existe depuis une décision du Conseil constitutionnel 1982 au sujet des lois de nationalisation, où il a érigé cette liberté fondamentale comme égalant les autres, et donc on a fait une valeur constitutionnelle. Dans tous nos textes, dans toute notre histoire constitutionnelle, en réalité, la liberté économique, il faut entendre dans la liberté économique la liberté d'entreprendre, la liberté de commercer, évidemment la liberté de contractualiser. Eh bien, cette liberté économique n'apparaît pas en tant que telle. Voilà, donc on a de ce point de vue-là, ça ne veut pas dire que la France n'est pas un pays d'entrepreneurs, mais la conception de l'entreprise, la place qu'on lui fait, le droit, la liberté d'entreprendre sont assez peu présents, voire très peu présents en fait dans notre histoire, et notre histoire est très juridique. La France est un pays très politique et donc le droit est important à considérer. Philippe Manière ? Non, mais parce qu'entrepreneur, c'est un mot bizarre. Moi, quand j'étais petit, donc bien avant 93, vous imaginez. Entrepreneur, ce qu'on appelait entrepreneur, c'était des gens qui faisaient des travaux publics. C'était le coordonnateur de chantier sur... personne appelait un entrepreneur, comme on appelle aujourd'hui un chef d'entreprise ou un créateur d'entreprise, entrepreneur. Non. Donc c'était un mot qui avait pas du tout le même sens à l'époque. Moi, je crois qu'il ne faut pas s'obséder sur la création d'entreprise. La création d'entreprise, c'est bien. Moi, c'est pas ça qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est que les entreprises prospèrent. Et le problème qu'on a en France, c'est pas tellement qu'il n'y ait pas de création d'entreprise, encore que les statistiques soient très trompeuses, c'est que les entreprises se développent pas beaucoup, voire qu'elles crèvent,
voire qu'elle ferme des sites. En tout cas, on n'a pas la dynamique entrepreneuriale au sens de la dynamique économique incarnée sur le plan microéconomique par des entreprises. C'est ça qu'on appelle la dynamique entrepreneuriale, plus que la création d'entreprises, qu'on a dans d'autres pays. Même d'ailleurs des pays qui ne sont pas particulièrement réputés pour être super sexy et très entrepreneur-friendly. Je me suis avisé de ce sujet l'autre jour parce qu'il y avait un petit scandale autour. Je me demandais si on ne pourrait pas travailler dessus. Il y a une boîte allemande dont le nom m'échappe à l'instant, Machin Card, qui est dans le DAX 20. Oui. C'est une boîte qui fait des moyens de paiement. Alors apparemment, Wirecard. Wirecard, qui apparemment n'est pas que recommandable, puisque souvent il y a un petit scandale. Toujours est-il que vous avez parmi les 20 plus grosses boîtes cotées allemandes une boîte qui n'existait pas il y a 5 ans. Bon, nous, la moyenne d'âge des boîtes du CAC 40, et dans 40, comme vous le savez sans doute, il y en a 2 fois plus que dans 20, donc c'est quand même un échantillon plus intéressant, plus représentatif, plus large. Ben, on n'a que des trucs qui ont été créés dans les années 70 ou à peu près. Ah non, Saint-Gobain remonte à... Je parle des plus jeunes. Oui, d'accord. Ah oui, pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes, on va trouver Capgemini, voilà. effectivement. Si vous voulez, on se serait vu il y a 40 ans, on aurait dit, il y a plein d'entreprises nouvelles. Il y a 50 ans, il y avait Accor, il y avait Carrefour. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de boîtes comme ça. Donc, si vous voulez, il y a ce sujet-là, d'une part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de boîtes qui grossissent beaucoup. L'un de mes clients, moi, c'est la compagnie Commission Compte qu'on accompagne pour la création et l'accompagnement d'un think tank qui s'appelle l'Institut Messine. On vient de finir une note qui est intéressante, que je vous ferai passer, vous pourrez aller voir sur Internet, peut-être ce qu'il y a de plus simple, il y a un website où on peut tout télécharger, qui est pourquoi les PME ne deviennent pas des ETI. C'est un peu le sujet. Et donc après, on retombe sur tous les sujets habituels de droit du travail. Mais au-delà, il y a un problème effectivement culturel. Tu as évoqué la dimension juridique, tu as infiniment raison, François, mais il y a au-delà quelque chose qui est ressorti à la philosophie politique, à l'approche qu'en ont les Français. Moi, juste deux points qui me tiennent à cœur. Parce que l'économie, c'est fait d'entreprises qui sont faites par des gens qui ne font pas ça pour nous faire plaisir. Ils font ça pour se goinfrer. Et c'est en se goinfrant qu'ils rendent service à l'humanité. C'est pas parce qu'ils voulaient rendre service à l'humanité que les gens qui ont développé les très grandes entreprises dont on est aujourd'hui très fiers les ont développées. C'était pour gagner plus d'argent. C'est d'ailleurs pas du tout pour faire plaisir aux salariés qu'ils ont recruté. Ils ont recruté toujours, ou presque toujours, le moins possible. Parce que c'est un coût, les salaires. Donc, le problème qu'on a en France, c'est comme on est intentionnaliste et iréniste, on n'arrive pas à comprendre que l'entreprise est désirable et bienfaisante, quoiqu'étant le fruit du désir de quelqu'un qui n'a absolument pas, ou alors marginalement, pour bien dormir la nuit, mais qui n'a pas du tout principalement comme intention de faire le bien, de nous rendre service. Il est là pour développer son business, gagner plus d'argent, pouvoir envoyer ses enfants dans des écoles de plus en plus chères comme Sciences Po, mais à aucun moment il se dit c'est formidable, je vais sauver l'humanité, je vais créer de l'emploi et je vais contribuer à des découvertes qui vont changer l'humanité. Ça n'a aucun sens. Donc comme les Français, héritage catholique, héritage jacobin, héritage tout ce qu'on veut, pensent que ne peut être bonne qu'une entreprise, au sens générique conceptuel du terme, qui a été voulue comme devant advenir parce qu'elle serait bonne, donc ça c'est la vision, ils ne peuvent pas comprendre qu'il y ait des gens qui créent des entreprises pour se goinfrer et que c'est comme ça qu'on est tous de plus en plus riches et de plus en plus susceptibles d'accéder à des biens et des services dont on n'aurait même pas eu l'idée il y a seulement 20 ans. Donc on a ce problème politique fondamental qu'on est intentionnaliste, iréniste, que pour nous le bien n'advient que si quelqu'un a voulu qu'il advienne. Tout ça est complètement délirant d'un point de vue à la fois philosophique et pratique, mais ça nous empêche beaucoup de penser l'entreprise comme elle devrait être pensée. Puis un autre petit problème, je m'arrête tout de suite, conceptuel aussi, qui est ressorti à la philosophie politique, qui est l'incapacité pour les Français d'accepter que les intérêts soient alignés. Alors, Emmanuel Macron, c'est l'un de ses nombreux méfaits, a réussi à saloper complètement cette idée simple en parlant de premier de cordée, mais l'idée selon laquelle l'intérêt du salarié, de l'employeur, du fisc, des gens qui sont sous-traitants, etc., sont alignés. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y en a un qui va avoir du plaisir à gagner plus d'argent que les autres ne vont pas avoir du plaisir à ce qu'il gagne plus d'argent. C'est une idée très difficile à faire entendre en France. En France, les intérêts sont presque ontologiquement conçus comme étant presque ontologiquement opposés. Si vous y gagnez, c'est donc que j'y perds. Je sais que vous devez parler à un moment où vous voulez qu'on parle du jeu à somme nulle. C'est presque pire que ça. C'est l'incapacité de comprendre l'alignement des intérêts. Donc, pour comprendre l'économie et pour que l'économie prospère, il faut que tout le monde soit résigné à l'idée que l'entreprise, c'est d'abord une entreprise égoïste et que pour autant, elle est bienfaisante, mais ce n'est pas son objectif. Il faut comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un se goinfre que les autres vont y trouver du malheur, que c'est même plutôt le contraire. Plus il y a de gens qui se goinfrent, mieux ça vaut pour les autres. Ça, ce que je viens de vous dire,
je ne dis pas que c'est bien, hein, je n'applaudis pas en pensant que les gens sont égoïstes, mais c'est un fait. Si vous ne l'admettez pas, si vous êtes dans une culture politique complètement orthogonale par rapport à ça, et c'est le cas de la France, eh ben vous êtes quand même dans une situation assez compliquée pour générer un tissu économique et politique favorable à l'entreprise. Je ne vais pas être orthogonal vis-à-vis de ça, mais malgré tout, ça n'est pas que ça. Parce que pour faire des profits, il faut faire plein de choses avant, en fait. Et que le profit, je ne sais pas si c'est le but. On parlait de philosophie. Moi, je voudrais vous citer un tout petit peu Henri Bergson, parce que je trouve qu'il a une citation qui vient, ça ne vous en est pas si je la lis. Et Henri Bergson nous dit que la nature nous avertit par un signe précis que notre destination est atteinte. Ce signe, c'est la joie. Nous trouvons que partout où il y a joie, il y a création. Le commerçant qui développe ses affaires, le chef d'usine qui voit prospérer son industrie, est-il joyeux en raison de l'argent qu'il gagne et de la notoriété qu'il acquiert? Richesse et considération entrent évidemment pour beaucoup dans la satisfaction qu'il ressent, mais elles lui apportent des plaisirs plutôt que de la joie. Ce qu'il goûte de joie vraie est le sentiment d'avoir monté une entreprise qui marche, d'avoir appelé quelque chose à la vie. Voilà, moi je pense qu'il faut aussi, c'est vrai que le profit, les résultats, l'enrichissement, c'est quelque chose, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de plus fort aussi, qui guide les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, y compris les managers, c'est cette joie dans l'accomplissement et dans la création. Je pense qu'il ne faut pas, extraire complètement quand même cet aspect-là de l'aspect qui est, alors moi je suis encore plus que ça, c'est que le profit est une condition nécessaire à la prospérité. Donc c'est-à-dire on arrive à la prospérité parce qu'on fait des profits. Mais je ne sais pas si c'est le premier but, la première chose, mais ça n'est pas mais la joie n'est pas le premier but de l'entreprise. L'entreprise effectivement a un but mercantile qui est d'abord de se maintenir, de se développer, et pour ce faire, elle a besoin de faire des profits. Mais je ne vais pas épiloguer parce que c'est pas faire la psychanalyse de bazar, mais la joie est aussi une forme, enfin la recherche de la joie est aussi une forme d'égoïsme. Oui. Donc on sent, enfin, que les gens jouissent en voyant comme Picsou tomber l'argent, ou en voyant l'entreprise se développer, ou en voyant les gars qui font la queue parce qu'ils se battent pour pouvoir rentrer dans la boîte, c'est la même chose. C'est une espèce de fierté comme quand on a gagné quelque chose. Voilà. Donc c'est relativement méprisable. Mais ça n'a aucune importance. C'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est que on n'a pas besoin. C'est pour ça que moi j'en ai marre de voir les entrepreneurs présentés, et a fortiori se présentant comme les amis du genre humain. Ces gens-là ne sont pas mes amis. Je ne veux pas qu'ils le soient, et je ne cherche pas à ce qu'ils le soient. Et je pense que c'est un énorme contresens d'espérer que les entrepreneurs soient les amis du genre humain, et une énorme naïveté de les écouter quand ils disent qu'ils le sont. C'est pour ça que je suis spécialement révolté par toutes les gaudrioles autour de la mission, et a fortiori de, comment s'appelle le nouveau truc ? RSE. Non, c'est une navritude dans son ensemble. Mais je parlais les entreprises à mission et d'un sous-département. Oui, c'est ça. Les objets, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Très bien. Tous ces trucs-là, c'est insensé, quoi. Moi, si je devais... Je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas désobliger, c'est attentatoire à la foi de 99% des gens de votre génération. Moi, je ne suis pas là pour empêcher les gens d'avoir une religion et d'être heureux de l'avoir. Mais si je devais faire, on ne dit plus mission statement maintenant, mais c'est quand même énervant que ça m'énerve à l'instant, ça m'échappe à l'instant ce truc. Bon. Moi, je dirais qu'on est là pour gagner de l'argent et pour pas trop se faire chier. Et le reste est absolument du second ordre. Et bien sûr, pour faire ça, il faut avoir des clients qui soient heureux et que donc on sert bien. Donc derrière tout ça, il y a la fierté, mais c'est pas incompatible. Mais pour obtenir la satisfaction de ne pas s'emmerder et de gagner de l'argent, il faut faire des produits de qualité, prester des services de qualité, convaincre le client qu'on n'est pas un imbécile et qu'il a raison d'être là. Attirer des collaborateurs, les conserver. Tout ça. Bien traiter ses fournisseurs et pas les voler. Voilà. Ni ses clients. Peut-être pour revenir sur votre première observation, outre les aspects culturels qui sont bien spécifiques à la France, quels sont les facteurs qui font que, selon vous, en France, on a du mal à passer d'une entreprise qui se crée, et ensuite se développe dans une entreprise taille moyenne, une grande entreprise ? C'est vrai, non mais comme le Philippe Manière le disait à l'instant, on crée beaucoup d'entreprises en France, on en crée beaucoup. On a des chiffres très élevés par rapport à nos voisins. Et on a une mortalité qui est maximale aussi. Donc on a un point de passage, c'est de la toute petite entreprise, la TPE,
à la PME, où là il y a une grosse mortalité, et ensuite on a un point de passage PME vers ETI, où là il y a une raréfaction, on n'arrive pas à croître. Là je pense que c'est vraiment énormément. Il y a peut-être, un sujet un peu culturel, mais qui serait un peu dans la mentalité « ça me suffit ». Et la mentalité « ça me suffit », c'est aussi le fait que si on va au-delà, en fait, on va vous prendre d'une manière ou d'une autre, par la fiscalité, par un certain nombre de contraintes, plus que vous n'y mettez. Et que donc vous vous arrêtez peut-être un peu tôt dans le développement. Mais avant ce stade-là, il y a une mortalité, encore une fois des start-up, entre guillemets, ou des très petites entreprises, qui tient, je crois, au fait, à la complexité. Ce que vous disiez sur doing business en France, c'est que c'est compliqué de faire du business en France. On a, sur le droit social, on a eu toute la complexification, les effets de seuil, et voilà, toute la réglementation qui est sur le droit social. Sur l'environnement réglementaire global, comment vous faites, comment vous développez dans tous les secteurs. Je parlais du bâtiment, travaux publics, machin, n'importe quoi, moi je suis dans la finance, il y a une réglementation énorme qui est très coûteuse. Et donc vous avez à un moment un couple, je dirais, rentabilité-coût qui se dégrade, parce que vous rentrez dans un schéma réglementaire très... Et puis enfin, il y a évidemment la fiscalité, et les charges qui arrivent aussi avec la croissance, et qui vont en augmentant, parce qu'au-dessus d'une certaine taille, au-dessus de certains revenus, il y a des effets de seuil, il y a plein de choses qui jouent et qui font que vous vous fragilisez et vous n'y arrivez pas. Il y a des sujets aussi qui sont aussi bêtes, c'est des trucs récurrents dont on parle tout le temps et qui continuent, qui s'appellent les délais de paiement, et qui font qu'un certain nombre de très petites entreprises qui ont du mal à se financer auprès des banques doivent financer en fait leurs clients qui mettent du temps à les payer, et qu'il y a des problèmes de trésorerie, et que ce qui met une boîte par terre, c'est une crise de trésorerie. Et ça, c'est quand même une spécialité française, et voilà, ça reste une préoccupation pour plein d'entreprises de croissance que je vois. J'y crois pas quand ils me le disent, mais effectivement, ils sont pas payés. Et donc, vous êtes prestataire, vous êtes un petit prestataire d'un grand groupe, vous savez pas pourquoi, vous n'êtes pas payé. Voilà. Et ça coûte très cher parce que vous avez payé les salaires et les fournisseurs que vous avez pu utiliser. Philippe Agnard, vous avez créé votre propre entreprise, votre cabinet de conseil et de communication. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu également cet effet de Oui, alors, et cette difficulté on dit beaucoup de choses idiotes sur la création d'entreprise, qui est une espèce d'aventure, héros des temps modernes, etc. Alors, la vérité, c'est que l'écart type nuit violemment à la pertinence de la moyenne. C'est-à-dire que si moi j'ai vu par exemple des banquiers, parce que je ne sais pas quoi, BNP ou Société Générale sortaient des gens dans le métier qui étaient en voie de disparition, ou d'autres banques, peu importe. Et donc, il y avait des services d'outplacement qui les accompagnaient vers des nouveaux jobs. Alors on dit, qu'est-ce que vous voulez faire ? On va vous donner 100 000 euros. Alors, les gars, évidemment, naïvement, allaient ouvrir un bureau de tabac dans les Alpilles. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient changer de vie et que ça allait être admirable. Ils connaissaient ni les Alpilles, sauf pour y être allés 3 fois en vacances chez leur grand-mère, ni le circuit du bureau de tabac, donc évidemment, ils se plantaient. Bon, donc pour ces gens-là, c'est à la fois héroïque et suicidaire. D'ailleurs, c'est deux concepts qui ne sont pas très loin l'un de l'autre. Quand ça marche, c'est des héros. Mais si vous vous lancez dans un domaine que vous connaissez un peu, et que vous n'êtes pas complètement débile, c'est pas la peine d'être beaucoup plus intelligent que ça, la probabilité de foirer est faible quand même. Alors après, on prospère plus ou moins bien, mais faut pas non plus raconter aux enfants que c'est un truc de dingue de monter une boîte. Après, il faut que ça marche. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'il y a une course d'obstacles et que l'univers français est assez hostile. Puisque vous me posez la question de manière très directe, est-ce que vous avez vécu ça ? Moi, par exemple, sur les délais de paiement, c'est juste fascinant. C'est-à-dire que j'ai passé l'an dernier une 30aine d'heures de mon temps qui est précieux, parce qu'il est rare, c'est aussi bête que ça, à courir après le paiement de factures de 2 boîtes, une qui est CAC 40 et l'autre qui serait au CAC 40, si ce n'était pas une boîte familiale, parce que sa taille fait qu'elle serait au CAC 40, et qui me devait, je sais pas, quelques dizaines de milliers d'euros, qui ne contestaient ni la matérialité de la prestation, ni sa qualité, mais plus ou moins délibérément, on vous perd dans des méandres et vous avez un an. Alors moi, c'est pas grave, parce que dans mon métier, il n'y a pas de capital fixé, donc il n'y a pas de... Si vous voulez, le BFR est faible, mais il faut quand même payer les salaires, comme tu le disais. Mais quand vous êtes, par exemple, dans l'industrie, c'est essentiel, j'y reviendrai, c'est devenu un peu mon obsession. La France meurt en grande partie parce que son industrie disparaît. L'industrie, c'est les salaires bien payés, c'est les salaires élevés, et c'est les sites de production qui ne sont pas là où vous et moi on vit. C'est-à-dire que c'est très important parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être bien payés, vu là où ils vivent, s'il n'y a pas d'industrie.
Et la part de l'industrie dans le PIB ou dans l'emploi marchand, mesurez ça à peu près comme vous voulez, en gros a été divisée par 2 en 25 ans. C'est une dévastation non seulement économique, parce que ça sur le plan économique on vous dira c'est pas grave, il y a des services à la place, mais surtout sur le plan sociologique. Moi je pense que quand on se retournera sur le siècle qu'on vit, le début de ce siècle à mon avis aura été marqué comme étant, à mon avis, le principal événement sociologique de ce début de siècle, c'est la disparition de la petite usine dans la petite ville. Ça a des conséquences énormissime. Prenez le vote Le Pen, enfin le vote d'extrême droite, le vote des extrêmes d'ailleurs, pourquoi distinguer l'extrême droite? Prenez le vote des extrêmes, Insoumis plus Marine Le Pen, prenez la carte de la désindustrialisation de la France, vous mettez l'une sur l'autre, elles sont absolument identiques. Et c'est parfaitement compréhensible, parce que au surplus, et là on vient sur les problèmes que j'ai moi avec la magnification permanente de la figure de l'entrepreneur des temps modernes qui joue au baby-foot en buvant un coca. Si vous avez été viré d'une usine de métallurgie de Montbrison il y a 20 ans et que vous cherchez toujours du boulot, et que vous voyez le président de la République ou ses ministres une fois par semaine à la station F, ils sont tous beaux, ils sourient, et encore une fois, ils ont le baby-foot et ils sont en train d'inventer le coussin péteur ou l'appli de livraison de sandwich numéro 42. Honnêtement, moi, je suis admiratif qu'ils ne soient pas plus fous de rage qu'ils ne le sont. Donc, il faut arrêter de magnifier la figure de l'entrepreneur bullshiteux qui a l'argent de l'ISF de tonton et qui est payé comme chômeur créateur par notre argent, par les dispositifs chômeurs créateurs. Pendant 18 mois, je crois que maintenant ça a été porté à 36 mois. Donc, c'est généralement des gosses de riches qui n'ont aucun mérite et qui font ça plutôt que de travailler, pour faire simple. Que ces gens-là sauvent l'humanité, c'est une foi insensée. En revanche, ce qui est terrible, c'est ces entreprises qui apportaient de l'emploi bien rémunéré et qui créent de la fierté collective parce qu'il y avait des communautés de travail autour de l'usine qui disparaissent. Elles disparaissent pour tout un tas de raisons bureaucratiques, délais de paiement, la manière dont les grandes entreprises écrasent les sous-traitants en France, c'est caractéristique à peu près unique en Europe, c'est un fait, mais aussi des tas d'autres raisons, en particulier le manque de compétitivité de la France qui tient... C'est 2 autres sujets sur lesquels je pense qu'il faut s'attarder un moment plus tard. Les impôts de production qui sont complètement délirants. C'est-à-dire qu'en France, on doit payer des impôts même quand on n'a pas gagné d'argent. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est dans un métier difficile, type industrie, où il faut fixer du capital. Donc c'est un truc de dingue. Mais c'est les types qui décideraient de courir vite en se tirant dans les pieds le plus possible, quoi. C'est un truc complètement fou. Et puis évidemment, le temps de travail. Enfin, franchement, je n'arrive pas à comprendre que ce pays ne comprenne pas que moins on travaille, moins il y a de revenus. Enfin, franchement, par exemple, les marxistes l'avaient écrit assez tôt. La mobilisation des facteurs de production, c'est à peu près la recette de la production. S'il y a moins de travail, devinez quoi, il y a moins de production. Et donc, on est de très loin ceux qui travaillent le moins. On continue à penser que ça n'a pas d'impact sur la compétitivité. Évidemment, ça en a. Donc, à l'arrivée, vous avez une espèce de perfect storm qui fait que, oui, d'un côté, on glorifie les fils de bonne famille qui montent des start-up coussin péteur, et puis de l'autre côté, on ferme les usines avec des gens qui ne retrouveront jamais de boulot à Montbrison. Étant donné qu'on est à Sciences Po, on va quand même poser une question sur les politiques publiques. Parce que on est là pour ça aussi. Des politiques publiques, plus précisément liées à l'entrepreneuriat, vous parlez du temps de travail, etc. Donc, si vous deviez mettre en place quelques réformes, 1 ou 2, pour libérer ce potentiel de la France, qu'est-ce que vous feriez, Monsieur Sienter, Monsieur... Non, moi je suis pas à Bercy, et on prend, il y a plein de petites mesures. Je peux faire une parenthèse là quand même, parce que il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé, ou à peine, c'est Jean-Baptiste Say. Je voudrais juste, après ça je reviendrai à votre point quand même. Je voudrais juste dire un mot sur Jean-Baptiste Say. Il est un peu monomaniaque, mais il a raison. Non, parce que Jean-Baptiste Say, c'est un vecteur, c'est un véhicule pour comprendre beaucoup de choses qu'a très bien expliqué Philippe Manière sur la prospérité et la création de valeur. Voilà. Et Jean-Baptiste Say est le premier, je rappelle juste que c'est un homme qui est de la fin du 18e, début 19e, qui a été un révolutionnaire, qui s'est opposé à Napoléon, qui a été entrepreneur et qui a été un pédagogue. Donc une vie bien pleine d'un protestant irréprochable venu de Lyon, monté à Paris, et qui a laissé une œuvre très importante. Et dans cette œuvre, on trouve notamment le fait, que la pédagogie économique est essentielle au bon fonctionnement d'un pays, et que tout le monde doit comprendre l'économie, parce que tout le monde participe à l'économie, qu'il soit consommateur ou producteur ou seigneur, il y participe. 2, que c'est la production qui crée la demande.
c'est ce qu'on a appelé la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say, etc. C'est qu'effectivement, il faut produire. Et c'est ce que tu disais sur les pays communistes, je reviens là-dessus, c'est ce que disait effectivement Staline, pas de travail, pas de pain. Bon, donc il faut produire. Voilà. Et, point très important, il identifie le rôle de l'entrepreneur. Alors, non pas effectivement un start-upper qui met un baby-foot et une machine à coca, mais comme quelqu'un qui rassemble le travailleur, le savant et le capitaliste, et qui a une vision et une volonté, et qui emmène ces trois-là dans son projet, parce que ces trois-là tout seuls ne feraient rien sans lui. Voilà. Et ça, je pense, c'est la vérité de l'entrepreneur aujourd'hui, c'est ça. C'est une énergie, une volonté, une vision qui va emporter des gens qui n'ont pas cette énergie, qui n'ont pas cette volonté, qui n'ont pas cette vision. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Donc Jean-Baptiste Say, et bien justement, c'est pour le rendre plus connu, parce que moi, ma mission s'arrêtera quand on transférera ses cendres au Panthéon, parce qu'on aura reconnu le fait que la pensée économique contribue au développement de la prospérité. Il y a plein de philosophes, il y a plein de gens au Panthéon qui sont très bien, mais on ne se pose pas cette question-là. Ce que je vous disais, c'est qu'on est dans un pays qui ne reconnaît pas la production comme étant l'élément de la prospérité fantastique dans laquelle nous vivons, qui est une microseconde à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Donc, faisant ça, c'est d'abord un temps très bref, et du coup, c'est un temps fragile, et on a tous les jours des exemples, certes, de pays qui accèdent à la prospérité, mais aussi de pays qui n'y arrivent pas, voire qui s'en détachent. Un des pays les plus riches du monde s'appelle le Venezuela, et les peuples les plus pauvres du monde s'appellent les Vénézuéliens. Donc il y a quand même un petit problème. Et Jean-Baptiste Say, il a pour vertu d'être français, d'être irréprochable dans sa vie, irréprochable dans son œuvre, d'avoir ouvert tout un champ, et donc c'est un vecteur pour essayer de promouvoir, de dire que voilà, cette production n'est pas étrangère à la pensée française, en dépit de ce qu'on disait sur le point de vue juridique, mais sur le point de vue philosophique et des idées, c'est pas vrai. Il y a quelque chose en France qui est favorable à la prospérité, qui est favorable à l'entreprise et à la création de valeur. Et pourquoi ? Parce que au-dessus de tout ça, en dépit évidemment qu'on peut s'en mettre plein les poches, mais c'est que quand on a les poches pleines qu'on peut s'élever un tout petit peu en tant qu'individu. Et que quand on a faim, on a quand même beaucoup de mal à s'élever. Voilà. Et donc c'est ça l'idée de Jean-Baptiste Say. On peut élever, pour boucler complètement, aller jusqu'au bout de la glorification de Jean-Baptiste Say par le paradoxe, quand on a beaucoup d'argent, on peut s'élever soi-même, on peut aussi faire le bien, et en particulier être mécène. On ne dit jamais assez que Marx n'a pu écrire son œuvre impérissable que parce qu'il avait un beau-père très très riche, et qui lui a permis de ne rien faire. Et évidemment, pour être très très riche, il faut gagner de l'argent. Donc l'argent qui est présenté si souvent et à juste titre comme un instrument d'aliénation est aussi un instrument de libération dans certains cas. Mais du coup, tu n'as pas répondu à la question. Non, alors la question, j'avais pas fini sur Jean-Baptiste Say, et que donc, je vais revenir. C'est que dans ce cercle Jean-Baptiste Say, nous éditons tous les mois une lettre mensuelle qui s'appelle La Décade, et qui donne la parole à un entrepreneur, et ça s'appelle Parole d'entrepreneur, et on lui pose tous les mois 4 questions qui sont identiques. Et chaque entrepreneur, ils sont très variés, répondent à leur manière, et il y a une des questions qui est les 3-4 mesures que vous souhaiteriez mises en place, voilà, donc j'ai répondu à une question, que vous souhaiteriez voir mises en place dans notre pays pour favoriser la vie des entreprises et l'entrepreneuriat. Alors, donc ce que je conseille à l'auditoire, c'est d'aller sur le site de Jean-Baptiste Say, de consulter rubrique par rubrique et de voir ce que disent ces entrepreneurs sur cette rubrique-là, et ils disent tous la même chose en réalité, c'est « laissez-nous faire ». Voilà, c'est « laissez-nous faire ». Et voilà, donc c'est cette aspiration qui rejoint de façon très logique la première question qu'on leur pose, qui est pourquoi êtes-vous devenu entrepreneur, c'est une aspiration à la liberté. Donc laissez-nous faire. Voilà, il y a trop de contraintes, trop de réglementations, trop de temps en fait. C'est le temps qui manque. Et ce qui manque aussi beaucoup avec toutes ces contraintes, en fait, c'est la confiance. La confiance est un accélérateur fantastique. Et ce qu'il y a, c'est que on est dans un rapport effectivement dans notre organisation sociale où il y a une rivalité de pouvoir et de légitimité, notamment entre l'État et le monde de la production. Et c'est cette liberté que demandent les entrepreneurs, qui est leur première priorité, je crois. Et donc, ces libertés, il faut pouvoir l'exercer. Et donc avec moins de contraintes. Moins de contraintes juridiques, moins de contraintes fiscales et moins de contraintes sociales.
Philippe Maillard, vous êtes aussi un fan inconditionnel de Jean-Baptiste Say. Oui, moi j'avais avant, oui, bah on peut pas l'être plus que toi, donc forcément moins. Mais non, mais moi j'admire beaucoup, hein, bien sûr. Alors je voudrais rebondir sur un truc que tu as signé, c'est qu'il était révolutionnaire, etc. On croit beaucoup en France, parce que les Français ont perdu absolument tout lien avec cette période de leur histoire qui est pourtant admirable. On croit beaucoup en France que le libéralisme c'est affreux, c'est de droite, c'est Margaret Thatcher, c'est Reagan, c'est la politique impitoyable, etc. La vérité, c'est que le libéralisme est d'abord une vision morale et économique et marginalement politique, et deuxièmement que historiquement, s'il faut vraiment le classer, à mon avis il est neutre du point de vue politique, mais si vraiment on m'arrachait tous les ongles jusqu'à ce que je dise gauche ou droite, je dirais gauche, j'attendrais même d'ailleurs probablement même pas le deuxième ongle, parce que quand vous regardez, ils ont presque tous siégé à gauche, ils ont presque tous les grandes figures libérales, reprenez tous les c'est incroyable, vous avez 8 ou 10 grands penseurs français du 19e siècle. Jean-Baptiste Say est au début de cette période, mais après il y en a plein d'autres. En particulier, je pense à Bastiat, je pense à Tocqueville, je pense à presque tous. C'est compliqué parce que Tocqueville était par ailleurs attaché à la tradition, hein. Mais enfin, Bastiat, par exemple, siégeait à gauche à l'Assemblée. Vous avez presque exclusivement, quand vous prenez l'histoire de la création des syndicats et du droit de grève, à chaque étape, vous avez un penseur libéral qui les défend et qui les fait advenir, qui les fait rentrer dans le droit positif. Donc ça, c'est quelque chose que les gens ont complètement oublié. Le libéralisme, enfin, franchement, quand vous dites liberté, c'est pas un truc que naturellement vous classez à droite. Le libéralisme, c'est historiquement, intellectuellement, moralement, une doctrine qui est bien plus à gauche qu'à droite. Et effectivement, il y a dans l'histoire, mais aussi dans les ingrédients contemporains du libéralisme, beaucoup de choses qui sont, à mon avis, qui ressortissent à l'idée de liberté, d'affranchissement, de désaliénation, de mise en capacité des individus, et qui donc, si les mots ont un sens, tombent plutôt à gauche qu'à droite. La confiance, je voudrais également dire un petit mot là-dessus. Parce que tu en as parlé tout à l'heure, c'est très important, vous avez sans doute tout lu puisqu'on est à Sciences Po, mais vous prenez les Max Weber, les Fukuyama et même Alain Perfit qui a écrit des choses intéressantes sur le sujet. La confiance est un ingrédient extrêmement important et la France, effectivement, alors c'est manifeste sur tous les ronds-points et sur les Champs-Élysées depuis maintenant un peu plus de 19 semaines, mais là, ça fait bien plus longtemps que c'était perceptible. La France est un pays de défiance, beaucoup de défiance, d'où la régulation qui crée des distorsions, laquelle crée de la défiance, etc. etc. Donc c'est un cercle vicieux, il n'y a pas de confiance. Il y a une dimension de la confiance qui est très importante, qui fait la différence, à mon avis, entre les États de droit et les autres, c'est la justice. Nous avons en France un problème avec la justice pour les entrepreneurs. La justice consulaire, je ne vais pas la qualifier parce qu'on filme, mais elle est perfectible. Je dis ça, c'est raisonnable. Oui. Hein, voilà. Moi, j'ai eu quand même un grand moment de solitude avec un ou deux clients étrangers, quand chez les avocats, parce qu'on était en but à des adversaires dans une affaire française, nous disaient écoutez, non, mais là, dans un premier temps, ça ira au tribunal de commerce, il ne faut évidemment rien espérer, parce que vous n'êtes pas français et parce qu'il y a les réseaux. Hein, il y a les réseaux. Donc on perdra, mais ça veut dire qu'on pourra revenir en appel dans 18 mois, etc. Les gars qui viennent de pays civilisés, ils tombent un peu dénus quand on leur dit ça. Non, vous inquiétez pas, vous allez perdre tout de suite, c'est normal parce que c'est maqué, vous n'avez aucune chance, mais donc vous pourrez éventuellement gagner en appel dans 10... C'est ça, hein, la vérité. Donc ça, si vous pensez que ça crée de la confiance, si vous pensez que ça donne envie à un investisseur de développer des affaires en France, il faut réviser votre jugement. Donc ça, c'est un point très, très, très important. Alors après, sur les mesures, on y reviendra sans doute. Moi, j'en ai cité deux en passant, les impôts de production et les 35 heures. Je crois beaucoup que c'est extrêmement important. Je crois beaucoup, moi aussi, et là je refais du Jean-Baptiste Say porte complet, mais aussi par conviction, tu le sais bien, puisque toute offre génère sa demande. Moi, je serais très favorable à ce qu'on se donne pour objectif sur un quinquennat de supprimer environ 1 million de postes de fonctionnaires. Que disait, je crois que c'était Madelin qui disait ça, il n'est pas irréprochable, il a un vrai bon sens de la formule. Il a dit le problème des fonctionnaires, c'est qu'ils fonctionnent. Et donc, plus vous en avez, plus évidemment vous avez des gens qui s'agitent pour justifier leur poste et pour emmerder les autres. Donc moi, j'ai dans ma famille des fonctionnaires admirables d'abnégation. Je suis absolument certain, convaincu qu'il faut des fonctionnaires parce que précisément on a besoin d'un cadre qui génère de la confiance, ce qui suppose qu'il y a une administration qui fonctionne, etc. Mais on a de très longue date dans ce pays dépassé l'optimum. On en a beaucoup trop. J'ai en tête un nombre incroyable d'exemples de gens dont le poste même est une insulte au bon sens et aux contribuables et qu'il faudrait évidemment supprimer. Je ne parle pas des individus, je vous rappelle, je parle de la fonction, qu'il faudrait évidemment supprimer sur le champ. J'ai juste une anecdote. Un jour, je revenais de Dijon, la petite ville où je suis né, où j'étais allé voir, je ne sais pas quoi, mes parents, j'imagine, et je tombe sur quelqu'un avec
avec qui j'avais été assez ami un temps, mais que j'avais pas vu depuis très longtemps. Il me dit, je lui dis, qu'est-ce que tu deviens? Non, très bien. Et puis, je lui dis, et toi? Non, il me demande à moi d'abord. Et puis je lui dis, et toi? Il me dit, oh non, mais je te connais, j'ose à peine te dire. Je lui dis, écoute, on se connaît bien. On s'était connus, on était l'un et l'autre journalistes dans la presse de province, justement, à Dijon. Et je savais pas ce qu'il était trop devenu depuis ce temps-là. Je savais pas trop ce qu'il était devenu, pardon. Et puis, il me dit, écoute, bon, je te le dis, mais vraiment, je suis pas très fier. Voilà, je suis en charge de la coordination de la communication des 4 départements qui constituent la région Bourgogne. Je lui dis, bon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il me dit, comme tu sais, les départements où chacun a un service de communication qui se développe de 5 ou 10% par an, qui pleuve, qui vente, qui neige. Ensuite, évidemment, il y a les régions qui ont tous les départements sous elles, en quelque sorte, mais qui ne sont les départements n'obéissent pas aux régions. Donc chacun. Donc il dit à ce moment-là, c'était pas encore fusionné avec Franche-Comté, donc j'imagine que ça a cru et embelli depuis. Donc il y avait la communication de la région Bourgogne, la communication du département de la Côte d'Or, du département de la Nièvre, du département de Lyon, du département de la Saône-et-Loire, et ces gens-là, évidemment, avaient besoin d'être coordonnés. Et donc on avait inventé pour ce garçon qui est très bien. Donc en plus c'est un gâchis, c'est-à-dire qu'il pourrait éventuellement rendre service au pays en faisant quelque chose. Plutôt que ça. Et donc il était chargé de coordonner les services de communication pléthoriques et sans cesse croissants des 4 départements et de la région. Si vous me demandez s'il faut des fonctionnaires, je dis oui, bien sûr. Si vous me demandez s'il y a des endroits où il n'y en a pas assez, j'en suis certain, à commencer d'ailleurs par la justice. Si vous me demandez si ce poste-là mérite d'être maintenu, la réponse est évidemment non. Et dès comme ça, je vous garantis qu'on en trouve assez facilement 1 million. Et c'est sûr, il y en a plein. Voilà. Mais c'est vrai aussi, indépendamment de ce type de gâchis-là, on a un sujet en France sur, je pense, les corps de contrôle. C'est-à-dire que partout où vous allez, le corps de contrôle est le corps supérieur. Ce n'est pas le corps qui produit, c'est le corps qui contrôle qui l'emporte. Vous prenez le contrôleur général des armées, l'inspection des finances, le contrôle partout, enfin, sans parler du contrôleur de train, mais bon, c'est le corps le plus prestigieux. C'est le corps de contrôle. Et pour contrôler, il faut de la règle, parce que s'il n'y a pas de règle, il n'y a rien à contrôler. Donc du coup, il y a une espèce de génération un peu naturelle de règles pour créer des postes de contrôle, exactement comme Louis XIV créait des charges totalement ridicules pour toucher de l'argent. Et donc on crée sans arrêt du contrôle à n'en plus finir, mais on se garde bien de se l'appliquer à soi-même. Et donc, effectivement, les institutions publiques, elles, se déchargent assez facilement des responsabilités de plus en plus larges qu'elles font porter aux entreprises. Et le champ des responsabilités des entreprises, avec effectivement les entreprises à mission, enfin ce qu'on essaie de leur coller, c'est-à-dire que l'entreprise est responsable de raison tout. D'être, voilà. La raison d'être, voilà, la raison d'être, elle est responsable de tout. Et donc, à l'inverse, les collectivités locales, je vais en donner un exemple, mais les syndicats ne sont plus responsables de rien. Les syndicats patronaux et peu importe lesquels, tous réunis, co-gèrent, je veux dire dans le paritarisme à la française, co-gèrent depuis des décennies nos retraites, notre système de protection sociale au sens large, c'est-à-dire la santé aussi, et le chômage. Et c'est eux qui gèrent ça, sans compter la formation professionnelle. Bon, est-ce que ces choses-là sont bien contrôlées, bien gérées ? Évidemment non. On le sait très bien puisqu'il y a des déficits accumulés et des résultats qui sont très loin de ce que tout ça coûte. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de charge qui revient sans arrêt sur les entreprises et une décharge sur les organisations, je dis gouvernementales, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas entreprise, que ce soit syndicats compris. Sur les recommandations, je peux rajouter juste un petit mot. Je crois que vous aviez prévu d'en parler, mais c'est important de parler de l'éducation en matière de justement, comment on renverse un peu ce récit. Alors, non, mais voilà, ancré, moi je pense qu'il y a quelque chose, je vous disais tout à l'heure à quel point les chefs d'entreprise ne méritaient pas forcément le respect au titre de leur altruisme admirable. En revanche, peu importe leurs intentions, beaucoup de chefs d'entreprise ont fait considérablement avancer le pays, le bien-être collectif, etc. Et moi, je suis assez choqué qu'on ne glorifie pas nos entrepreneurs, encore une fois, sans chercher à faire croire qu'ils veulent le bonheur de l'humanité, mais parce que souvent, ils ont été extrêmement ingénieux, parce que la classe se sont enrichis force de respect. Je prends juste l'exemple de Bill Gates. Bill Gates, il y a un moment, c'est sûr qu'il y a une grande partie qui est ressortie à la rente. Aujourd'hui, on peut discuter si c'est légitime, illégitime, c'est une autre question, mais il y a un moment, il faut quand même qu'il aille voir IBM et qu'il dise « vous devriez prendre mon logiciel » et que IBM se laisse convaincre par ce petit gars qui n'a pas vraiment fait. Alors ça, c'est en Amérique only, parce qu'en France, si vous êtes vous ou moi et que vous allez voir l'équivalent d'IBM, vous avez assez peu de chances qu'on vous... Bon, c'est ça aussi
la fluidité des rapports économiques et sociaux dans certains pays est beaucoup plus forte qu'en France et favorise ce genre d'aventure entrepreneuriale. Mais moi, je continue à considérer que parmi les gens dont on devrait parler au môme à l'école, il y a aussi les gens qui ont monté des boîtes et qui les ont portées à un certain niveau d'excellence. Alors, il ne faut pas tout mélanger. Hein. C'est pas pour vous redresser, hein, pardon, parce que j'ai bien compris en plus que vous étiez conscient vous-même que c'était manquait que les ratons laveurs hein, de votre inventaire tout à l'heure. Mais enfin, entre Pinot et le style français, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Il fallait que je vérifie, mais il y a 18 mois, quelqu'un avait appelé mon attention sur le style français. À ce moment-là, Footprint Consultant, la boîte que je dirige, était 3 fois plus grosse que le style français. C'est pour vous dire que c'est pas pour vous dire que je suis énorme, hein, c'est pour vous dire qu'ils sont très petits. Hein, soyons clairs. Hein. Et donc, voilà, le style français, c'est bien, mais c'est machin très médiatique. Certainement, ont des vertus, mais voilà. En tout cas, ces histoires de culture enseignées dès l'école et avec le souci que les choses soient reconnues, c'est très important parce que parmi les souffrances, je parlais tout à l'heure du travail qu'on a fait avec l'Institut médecine sur pourquoi ils vendent, pourquoi les patrons vendent et vendent-ils trop tôt. Parmi les souffrances des patrons, il y a certes la réglementation, les impôts, les machins et tout, mais il y a aussi beaucoup le mépris dans lequel on est tenu. Hein. C'est-à-dire que quand on n'est pas détesté, on est méprisé. J'ai un de mes très bons amis que j'ai beaucoup d'admiration, qui possède le dernier des Mohicans pratiquement de la machine-outil en France, une boîte qui s'appelle Redex, qui est dans le Loiret, qui fait 100% made in France et ils exportent 90%. Quand on va voir leurs usines, il y a des caisses qui partent à l'expédition dans les pays dont usuellement on importe massivement. La Chine, la Corée, l'Allemagne, le Japon, ça a une certaine gueule quand même, hein, 50-60 millions de chiffre d'affaires, petite ETI, très belle petite boîte. Il a un concurrent frontal en Allemagne, donc lui s'appelle Redex, il est français, et la boîte c'est Berenberg, je ne sais pas comment elle s'appelle en Allemagne. Quand on va chez Berenberg en Allemagne, la rue c'est Berenberger Strasse, c'est la rue Berenberg. Lui, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai tripoté mon téléphone, c'était pas juste pour être inconvenant, c'est parce que il m'avait dit, et je me rappelais plus, c'est à mourir de rire. Donc là où est son usine à Ferrières en Gâtinais, dans le Loiret, où honnêtement il doit faire quelque chose comme 99% de l'emploi, 180% des impôts, etc., c'est rue du Petit Crachy. Ça ne s'invente pas, rue du Petit Crachy. Et personne, jamais n'a eu l'idée de se dire, ah bah tiens, Redex, quand même, les mecs, on va appeler ça du nom du fondateur, parce que c'est son grand-père qui avait fondé la boîte. Rien. Et ils vont jamais les voir. Ils vont les voir que pour leur dire, dites donc, il faudrait changer ça parce qu'il y a des normes, etc. Jamais ils vont leur demander ce qu'ils peuvent faire pour la boîte. Jamais les élus font ça. Jamais les élus ni les fonctionnaires n'y vont. Il me dit chez Berenberg, les gars, ils me disent ce qui est génial, c'est qu'on fait un point une fois par mois, la mairie, ou etc. Les gens viennent nous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que vous développiez, etc. Mais à Ferrières en Gâtinais, les types, ils disent juste, faudrait nous payer plus, ou faudrait changer tel truc. Et rue du Petit Crachy, quoi. Voilà. Donc, ça, non mais, on rigole de tout ça, et moi ça me fait rigoler. Moi je ne demande pas qu'il y ait une manière. En plus, je suis rue Lincoln, donc je ne vais pas demander qu'on débaptise la rue Lincoln pour mettre la rue Manière. Je suis dingue, mais dans certaines limites. En revanche, le mépris dans lequel sont tenus les gens qui font ce qui est bon pour la collectivité en France est honnêtement une honte. Et ça commence à l'école. Ça commence à l'école. Il y a beaucoup cette idée contre laquelle il faut se battre, selon laquelle le fonctionnaire est ontologiquement utile et le producteur privé est ontologiquement un parasite ou un ennemi du peuple. Alors, je ne dis pas que tous les fonctionnaires sont des salauds. Moi, j'en connais d'admirables et de très nombreux qui sont admirables. Je ne dis pas que tous les patrons sont des gens bien. Je connais des tas de patrons qui sont des salauds. Mais on ne peut pas dire qu'une catégorie est exclusivement faite d'amis du genre humain, les fonctionnaires, et une autre exclusivement faite d'enfoirés, les patrons. Ça, c'est mentir aux gens. Et c'est ce qu'on fait beaucoup dans ce pays, par action ou par omission. On ne parle pas seulement, je veux dire, de vertu personnelle, mais surtout d'utilité sociale de tel ou tel... C'est différent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir une grande utilité sociale, même si on est égoïste. Mais entre être égoïste et violer la loi et se comporter mal, il y a une différence. Là aussi, il y a un sujet qui est un peu problématique et qui fait que l'entrepreneur, comme le disait, c'était Bush, je crois, qui disait comment dit-on entrepreneur en français. Bon. Ouais. Non, même pas de mots pour entrepreneur. Même pas de mots pour entrepreneur, il disait, c'est ça. Derrière, il y a quand même, faut pas oublier qu'il y a quand même derrière tout ça. Quand vous parlez de la main invisible d'Adam Smith, vous parlez aussi des sentiments moraux, c'est-à-dire que l'entreprise se développe d'autant mieux dans un tissu, intellectuel et social où il y a un minimum de tenue. C'est fameux, c'est en train de disparaître avec Trump, mais ce qu'on appelait la common decency aux États-Unis. C'est-à-dire que des choses qu'on ne fait pas sont autorisées, mais on ne les fait pas. On ne fout pas forcément dehors tout de suite les gens dès qu'on peut. On a le droit pourtant. Et moi, j'ai pas de mépris pour les gens qui foutent dehors. Les gens qui peuvent foutre dehors, s'ils ont envie de les foutre dehors, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais dans un pays qui
qui se tient moralement et intellectuellement. Il y a une désapprobation morale de ce type de comportement qui fait qu'il est marginal. Voilà. Et il n'y a pas besoin de se comporter comme un salaud dans un pays de common decency pour réussir. Et on est admiré quand on a réussi en se comportant d'une manière raide, dure, parce que les affaires, c'est pas les bisounours, mais en étant respectueux d'un minimum de règles en commun. C'est aussi ce qui fait que les Américains give back to society, etc., etc. En France, on give back to society, mais avec 95% d'avantages fiscaux, évidemment, c'est un peu plus facile. Hein. Aux États-Unis, il y a l'honorable assemblée que c'est 30% maximum l'avantage fiscal. Donc, et c'est plus honorable et plus admirable de donner aux États-Unis qu'en France. Peut-être pour terminer sur ce lien que vous évoquiez entre confiance et réforme, peut-être, est-ce que l'élection d'Emmanuel Macron, selon vous, peut enclencher cette dynamique favorable de confiance au final? Il y a cet aspect, ce volet réforme qu'il a voulu entreprendre, je pense par exemple la baisse du taux d'impôt sur les sociétés, la transformation du CICE en baisse de charges, mais il y a aussi cet aspect confiance à la fois en France et vis-à-vis des investisseurs étrangers. Est-ce que vous voyez par exemple une différence? Je crois qu'il y a une différence qui a été perceptible, très nette, qui s'est ressentie d'ailleurs même au niveau de la conjoncture, mais qui n'est pas liée qu'à ça. Il y a aussi un effet de calendrier. Mais il faut voir, c'est qu'on partait d'un point très très bas quand même. On partait d'un point très bas, il y avait un niveau de défiance dans la société qui était quand même assez maximum, un enquistage complet de l'économie, les gens sans visibilité, sans projet, avec quand même une détestation des riches qui avait été portée au plus haut point puisque c'était dans le discours présidentiel, de ne pas aimer les riches, donc forcément quelque chose qui était très gelé, et donc qui s'est dégelé. Et ça s'est dégelé en même temps que dans le reste de l'Europe, les gens qui étaient élus n'étaient pas forcément de grande qualité ou sur des projets forcément très convaincants. Donc du coup, en relatif, il y a quelque chose, je pense, qui était de nature à redonner un peu de confiance et surtout à retrouver un tout petit peu de fierté. Je pense que d'un point de vue fiscal, si on parle des mesures précises, je pense que d'un point de vue fiscal, il faut vraiment s'y tenir. Non pas la suppression, mais la réforme de l'ISF, telle qu'elle a été faite, était une bonne chose. C'est le début de quelque chose. La baisse de la fiscalité sur les plus-values me semble encore plus déterminante, en fait. D'un point de vue, d'ailleurs, de la circulation du capital, dont a besoin une économie prospère, c'est que le capital circule. Ces deux réformes ont dégelé beaucoup de choses, et je pense d'ailleurs, ont dû surprendre énormément Bercy de voir les recettes des impôts sur les plus-values monter, alors que pourtant, on avait baissé le taux. Donc ça, c'est des trucs qu'ils ont du mal à comprendre, que l'assiette, elle est quand même élastique, et qu'elle peut grandir quand on desserre le taux de fiscalité. Donc ça, je pense que ce sont des bonnes mesures. Il y en aurait évidemment d'autres à prendre. La plus importante serait quand même, effectivement, pour desserrer la contrainte financière et économique qu'on met sur l'appareil productif, de réduire effectivement la dépense publique. Et ça, c'est un angle mort complet sur ces 2 premières années, parce que l'élection, mais là ça fait 2 ans maintenant, c'est un angle mort dans cette présidence, et ça va nous manquer, parce qu'il faut impérativement, quand la conjoncture est correcte, ce qui est le cas en ce moment, profiter de celle-ci pour justement se discipliner un petit peu. Et là, j'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose. Mais parce que ça pose aussi le problème des retraites, le problème de la fonction publique au sens large, aussi bien en salaire qu'en retraite. Et donc, évidemment, c'est une bousculade pour... Et vis-à-vis d'investisseurs étrangers, est-ce que on voit Macron recevoir régulièrement des entrepreneurs, des grands patrons étrangers lors de business summits, récemment à Versailles. Est-ce que vous pensez qu'il y a un effet de confiance qui peut durablement être instauré? Oui, mais recevoir du business à Versailles, vous voyez bien l'espèce de contradiction qu'il y a dedans quand même. C'est Versailles, c'est le gaspillage fantastique de l'argent public pour quelque chose. Non, pas aujourd'hui, au moment de Louis XIV. Bon, alors qu'il nous a laissé quelque chose. Il y a un net progrès entre Louis XIV et Catherine Pégard, quand même, de la gestion des données. Oui, mais bon, voilà, alors ça nous rend fiers. C'est un endroit magnifique et merveilleux. Et d'un point de vue économique, Louis XIV a été un désastre, et puisqu'il a été extrêmement dispendieux, et il a fait la guerre, et voilà, il a eu beaucoup d'erreurs qui ont coûté cher au pays. Donc il y a une petite contradiction, mais pourquoi pas les recevoir à Versailles? C'est effectivement un endroit incroyable, et il y en a pas 2 au monde comme ça, donc pourquoi pas. Après ça,
voilà, il y a forcément. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un président qui soit le VRP de l'économie française en toutes circonstances? Je sais pas si ça fait grand-chose. La Chine achète pour 30 milliards d'Airbus, elle les aurait achetés quoi qu'il en soit. Enfin, voilà. Mais bon, pourquoi pas? Je préfère avoir un président qui a en tout cas une image plutôt pro-business qu'un président qui n'aime pas les riches, parce que si on n'aime pas les riches, qu'est-ce qui reste? Il reste que les pauvres. Donc voilà, on a quand même besoin de richesse et donc de riches. Philippe Manière, vous partagez cette... Non, si je reviens sur le diagnostic que tu as posé, moi je suis extrêmement dubitatif sur le caractère réformateur de ce quinquennat et de ce président. Moi j'ai la chance de le connaître un peu, parce que je l'ai connu avant qu'il soit élu. On s'est vu, non pas de nombreuses reprises, mais suffisamment pour que je me fasse une idée, je crois, assez sérieuse. Il est extrêmement intelligent, extrêmement cultivé, extrêmement fin, extrêmement séducteur. Il a toutes sortes de qualités. Moi, je ne crois pas que ce soit, en revanche, un grand réformateur, pour la raison très simple que je ne crois pas qu'il ait beaucoup de convictions qui le portent à être réformateur. Sa conquête du pouvoir est absolument extraordinaire. Elle rappelle beaucoup celle de Sarkozy, en encore plus difficile d'ailleurs, encore plus against all odds, parce que pour qu'il gagne, il fallait quand même réunir des circonstances. Alors il n'y a pas beaucoup de mérite, mais enfin, il fallait quand même que le PS se donne le ridicule de désigner Hamon, que la droite triomphe autour de Fillon, qui s'avère ensuite avoir une honnêteté douteuse. Enfin, cette combinaison de circonstances était à peu près imprévisible, mais ça fait partie, comme disait Napoléon, des généraux. Avoir de la chance, ça fait partie des qualités indispensables. Donc il a de la chance. En revanche, est-il décidé à faire quelque chose d'important pour le pays? J'en sais rien. Moi, si vous voulez, je suis très frappé de voir quand... On n'est pas les premiers en France, on a toujours l'impression que la France a une espèce d'unicité. On n'est pas les premiers à être dans une double impasse budgétaire et identitaire. Avant nous, si on remonte aux années 80 et si on va plus récemment, il y a eu l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, la Suède, le Canada, l'Allemagne. Beaucoup de gens sont passés par là où on est passé et s'en sont sortis. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a été porté au pouvoir et qui avait fait des lectures et qui s'était forgé des convictions extrêmement solides et qui savait que le pays était là et qu'il fallait l'emmener là et qu'on n'allait pas rigoler mais que c'était indispensable parce qu'il était convaincu que ce qu'il avait lu lui permettait d'avoir une idée précise de ce que devait faire le pays. Alors, il y en a qui étaient de droite, Thatcher, Reagan, il y en a qui étaient de gauche, personne en Suède, Roger Douglas en Nouvelle-Zélande, c'est des gens qui étaient de gauche. Il y a de tout, mais tous avaient fait des lectures et avaient des convictions extrêmement solides. Ni Nicolas Sarkozy a pu donner de l'espoir à ce pays à un moment, ni Emmanuel Macron, pas moi, ni Emmanuel Macron, pas moi non plus, ne sont dans cette catégorie. C'est-à-dire que ce sont des gens très remarquables intellectuellement, l'un et l'autre très remarquables intellectuellement, vraiment, et d'un commerce extrêmement agréable, mais je ne pense pas qu'ils aient la moindre conviction sur le sujet. Et ça finit par se voir, parce que si vous n'avez pas de conviction, si vous voulez, vous ne pouvez pas faire des choses disruptives, Vous faites éventuellement semblant, vous faites des trucs que les journaux dénoncent comme étant ultra-libéraux, mais qui sont libéraux comme moi je suis archevêque. Si on reprend ce qui a été fait par Macron et son gouvernement depuis son arrivée à l'Élysée, en gros, il y a trois problèmes en France. Il y a le problème que j'ai évoqué tout à l'heure rapidement, que tu as évoqué, du droit du travail, etc. Moi, je pense qu'en s'interdisant de toucher aux 35 heures, déjà, ils se bloquaient la moitié du levier. Il n'y a rien de plus... Il n'y a rien qui paye plus que de faire travailler les gens un peu plus en les payant un peu moins plus. Pour faire simple, vous faites 39 heures et je vous paye 37. Tout le monde est content, il y a du pouvoir d'achat, il y a de la création de richesse et il y a de la compétitivité. Il y a 1000 manières de le faire. Mais je veux dire, ce levier-là me paraissait considérable. On ne le fait pas. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait des réformes sur le droit du travail. Toutes petites de chez toutes petites. Moi, pardon, je ne suis pas là pour donner des notes, mais pour synthétiser, sur le droit du travail, je mets 3 ou 4 sur 10. Typiquement, il y a un point de fuite. Vous savez que le grand truc, c'était le barème des prud'hommes. Bon, d'abord, maintenant, il y a des juges qui le respectent pas parce qu'ils disent que c'est pas conforme à l'organisation, au traité qu'on a ratifié, en particulier les questions liées à l'Organisation internationale du travail. D'autre part, il y a 2 points de fuite qu'on peut comprendre. On est tous soucieux que ces comportements-là cessent, mais si en tant que salarié, vous plaignez de votre employeur au titre du harcèlement, ou de la ségrégation, vous n'êtes pas concerné par le barème. Devinez quoi? Moi, j'ai plein de copains qui sont avocats à droit social. Depuis 18 mois, il n'y a plus personne qui se plaint de rien, sauf de harcèlement ou de ségrégation. J'exagère, mais à peine. C'est-à-dire que dès que vous donnez un point de fuite, évidemment, vous créez une ouverture. Donc ce machin ne marche pas, ne marchera pas. Tout le reste de ce qui a été fait est très intéressant pour des très grandes boîtes. Mais honnêtement, il faut prendre consultant, le fait qu'on puisse fusionner le comité hygiène sécurité, ça n'a aucun intérêt, c'est parfaitement marginal. Je vous dis 3 ou 4 sur 10. Ok. Ensuite, on passe à quoi? On passe à la fiscalité. Alors là, là-dessus, avant la fiscalité, il y a quand même sur les 35 heures, il y a la défiscalisation et l'allègement de charges sur les heures supplémentaires.
Et oui, Une mais moi je mesure comprends. Sarkozy sur lesquelles il... Mais oui, voilà, moi je trouve pas que ce soit une très bonne mesure. Enfin, c'est bien parce que ça fait moins. Pourquoi faudrait-il faire payer moins les heures supplémentaires que les autres? c'est une façon de revenir sur les 35 heures. Non, c'est une direct. façon de faire coûter plus cher le temps. Enfin, c'est absurde. Il fallait supprimer les 35 heures ou en réduire les bienfaits. Mais c'est un cotère sur une jambe de bois. C'est mieux que rien, mais c'est pas très malin. J'aimerais mieux qu'il y ait de nouveaux emplois qui se créent à 36 ou à 37 heures que de voir des gens qui sont à 35 heures qui fassent des heures sup au passage d'un point de vue social. Moi, je trouve ça marginalement intéressant. Bon. Sur les impôts, là oui. C'est-à-dire que tu as parlé de l'impôt sur les plus-values, qui est plus important, tu as raison de le dire, que l'ISF, qui est encore plus important que l'impôt sur les plus-values et l'ISF, c'est le PFU. C'est-à-dire la taxation flat est pas trop élevée, même si c'est à peu près 2 fois la moyenne européenne. C'est pas non plus, c'est pas un énorme cadeau qui a été fait. En gros, c'est 30%. En Europe, c'est entre 18 et, enfin, entre 17 et 22%, hein, l'équivalent. 25, mettons. Mais 30%, c'est pas non plus méga cadeau. Enfin, c'est infiniment mieux que ce qu'il y avait sous Hollande, où on pouvait monter à 78%. Hein. Donc, il y a eu une correction d'abus délirant qui avait été d'ailleurs amorcée par Nicolas Sarkozy. Hein. Le total CSG plus machin, plus truc, etc., ça a commencé sous Sarko, qui a en gros doublé le pourcentage de taxation des revenus du capital, et puis ensuite, évidemment, avec Hollande, c'était nos limites. Donc ça, il l'a corrigé, donc là, il aurait pu faire mieux, il aurait pu supprimer l'ISF, ça aurait été plus simple, et s'il ne le supprimait pas, garder le nom ISF pour faire ce qu'il a fait, au moins il n'aurait pas eu d'emmerdement dans la rue, etc. Donc c'est pas génial, mais quand même, il y a un vrai changement, là pour le coup, c'est une rupture, donc je mets 7 ou 8 sur 10, encore une fois, c'est ridicule, mais c'est pour... Et puis alors là où je mets 0 sur 10, c'est malheureusement là où c'est le plus important, et là je te rejoins, on ne va pas parler longtemps du sujet, l'alpha et l'oméga pour un pays qui s'endette, qui est inefficace, qui n'est pas compétitif et où la sphère publique surpompe la sphère privée, c'est la réduction de la dépense publique. Il n'y a pas 50 solutions. Et là, c'est 0. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait. Et je pense d'ailleurs qu'il n'a pas l'intention de rien faire, de faire quoi que ce soit, parce que moi, je veux bien qu'on m'explique que c'est un génie politique qui va commencer à faire de la peine au peuple l'avant-veille des élections. Ben, ça serait quand même assez unique dans l'histoire. Généralement, les mauvaises nouvelles, vous les annoncez au début. Vous faites les travaux juste après l'élection municipale, puis vous faites plus rien dans l'année qui précède l'élection pour que les gens voient les résultats des travaux et oublier les trous. Enfin, c'est la base de la politique, enfin, si tant est que... alors, le gars qui dit « Non, mais moi, je vais faire la couper dans la dépense publique 10 minutes avant l'élection, faut arrêter. » Donc, il fera rien. Il fera rien. Or, c'est fondamental. Ce pays est recordman du monde de la dépense publique. C'est pour ça qu'il est malade pour l'essentiel. Si vous ne tapez pas dans la dépense publique, il restera malade. Donc là, 0. Donc au total, on ne va pas faire une moyenne, mais vous voyez que c'est pas... Enfin, ouais, sur les 3 grands sujets, il y en a un qui a été traité convenablement, il y en a un qui a été assez peu traité, sur lequel c'est dramatique quand vous traitez mal un sujet très hystérisant comme le droit du travail, vous n'allez pas y revenir la semaine suivante, hein, parce que les gens vous disent « Oh, mais déjà que tu avais été antisocial, tu reviens avec un truc antisocial. » Alors là, vous êtes mort. Donc, il n'a pas bien fait la réforme du droit du travail. Il a fait bien la réforme de la fiscalité, même si c'est pas parfait, c'est pas mal, vraiment bien même. Et en revanche, sur l'essentiel de la dépense publique, 0. Donc, est-ce que ça change beaucoup le pays ? Ben non, pas beaucoup. Maintenant, il y a eu un engouement international. The Economist, le FT étaient amoureux de Macron. Ils sont restés, ils sont un peu moins... Parce que c'est vrai qu'après Hollande, si vous voulez, enfin c'est toujours pareil, quoi, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le contraste avec François Hollande, qui est d'ailleurs au passage beaucoup plus amusant, beaucoup plus drôle que Macron, hein. C'est un personnage en privé super sympa et rigolo, hein, Hollande. Enfin, les politiques publiques qui poursuivaient étaient catastrophiques. Et donc n'importe qui faisait moins pire que Hollande, évidemment, pouvait facilement obtenir les applaudissements du public, en particulier à l'international. Et puis Macron, il a ce côté un peu Trudeau, Kennedy, je souris, machin, je vais partout dans le monde, je parle anglais. Les gens sont sciés que les Français, qu'on croyait à peu près comme Hollande, c'est-à-dire un peu grassouillet, incapable de parler anglais, etc., reviennent comme ça dans la course. Mais si vous voulez, ils n'ont pas été voir dans le détail. Et ceux qui vont voir dans le détail, ils sont un peu moins enthousiastes. Et puis au fil du temps, l'espèce d'engouement tend à s'éroder. Mais il faut pas nier, c'est un fait que parfois le fait que quelqu'un soit au pouvoir suffit à créer de la valeur. Hein. Donc la seule arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron après François Hollande a été un facteur d'attractivité. Pour toutes les raisons modérément rationnelles, pardon pour cet oxymore que je viens d'évoquer. Peut-être dernière question et ensuite on ouvrira les questions du public. Oui. Je vais me faire l'avocat du diable. Peut-être que certes, il y a ce climat un peu de défiance envers l'entrepreneur, une dépense publique forte, mais certains vont vous dire que, à l'inverse, ça traduit la préférence des Français pour un modèle de solidarité qui redistribue, avec une tolérance plus forte pour des impôts élevés, mais certes, mais en même temps on reçoit des prestations sociales, et qu'au final tout ce système pourra être changé à la marge, mais qu'une refonte totale d'un système, ça n'arrivera pas. Ouais, mais ça c'est vrai si vous l'autofinancez.
Voilà. Et le problème, Dans une période de taux bas, c'est qu'on... ça pose pas de problème. Oui, ça peut parce qu'on est en période de taux bas. Enfin, période de taux bas, on paye quand même, Ouais. encore et toujours, et heureusement toujours et pas plus, 42 milliards d'intérêts sur notre dette publique. Bon, ces 42 milliards, ils sont là. Il y a 5 ans, c'était 42 milliards aussi. Il y a 10 ans, c'était 40 milliards aussi. Et entre-temps, la dette a doublé. Bon, et pourquoi ? Parce qu'on a une politique monétaire au niveau européen qui est absurde, et qui fait que les taux d'intérêt sont négatifs ou à zéro. Donc là, on est en train de se droguer complètement sur le long terme, c'est-à-dire vous pouvez faire de la dette, de toute façon, regardez, comme les taux sont à zéro, vous ne payez jamais que 40 milliards, et les dettes qui tombent, que vous avez émises il y a 8 ans, vous les renouvelez à des taux encore inférieurs, donc allez-y les petits gars. Ça non, ça c'est pas, ça s'appelle de la cavalerie, et c'est une cavalerie parce qu'une dette, c'est vrai qu'on la rembourse jamais, mais il y a un moment où les créanciers se posent des questions et vous disent, tiens, tu pourrais peut-être me rembourser. Voilà. Et ce moment-là, en général, il devient tragique. Et, surtout quand les taux remontent, ce qui finira par voilà, revenir. surtout quand les taux montent, parce que 40 milliards, c'est le budget de l'enseignement supérieur, c'est pas loin du budget de la défense. C'est quand même pas rien. Et donc, quand les taux vont remonter, ça remontera progressivement, mais de façon irrésistible. Et donc, on passera à 40, 50, 60 milliards, parce que tout simplement, les taux sont à zéro, et s'ils étaient à 2,5 ou 3 ou 4%, ce qui devrait être normalement, eh ben, c'est ça ce que ça nous ferait payer. Et on verra que la première dépense publique, c'est les intérêts. Et le problème, c'est que cette dette, on pourrait dire, c'est pas grave. Les Français s'endettent, c'est comme les Japonais. Les Japonais s'endettent, ils ont 200% de dette au PIB. Et où est le problème ? Le problème, c'est que la dette française, elle n'est pas détenue par les Français. Elle est détenue à 60% par des étrangers. Donc déjà, 6 x 4, 24, on a 25 milliards qui sortent à l'extérieur tous les ans. Bon, donc il faut théoriquement les produire. Et deuxièmement, c'est à un moment, on est en perte de souveraineté. Parce que ces étrangers, s'ils arrêtent, c'est quand même assez grave. C'est pas la même chose au Japon, je vous le disais. C'est même pas la même chose en Italie. Donc la situation italienne. Il faut dire pourquoi ? Parce que la dette est beaucoup plus largement détenue par des résidents. Voilà, c'est détenu par l'épargne nationale. Et nous n'épargnons pas, nous consommons. Donc voilà. C'est d'ailleurs considéré, c'est encore une pathologie française, la consommation est considérée comme l'alpha et l'oméga du bonheur. Et comme on le disait tout à l'heure, la vérité, c'est que c'est la production qui enrichit, c'est pas la consommation. Surtout dans un pays très ouvert, où quand vous donnez de l'argent, du type de pouvoir d'achat, pour faire allusion aux 10 milliards donnés au nom des Gilets jaunes, enfin c'est quand même de ça qu'il s'agit, vous avez une proportion à la consommation qui est très élevée, et une proportion à la consommation se dirigeant vers des produits étrangers extrêmement élevée. Donc sur les 10 milliards, vous en avez déjà probablement 7 qui sont partis en Corée, au Japon, au Vietnam, et surtout en Chine. Et souvenez-vous... Que du bonheur. Quel dommage de ne pas faire ça plus souvent, disent les Chinois. Souvenez-vous ce que Guizot disait, parce qu'on se souvient toujours de « enrichissez-vous », et la phrase, c'est « enrichissez-vous par le travail et par l'épargne ». Voilà. Et l'épargne, c'est tout simplement ce qui va financer vos investissements. Voilà. Et si vous n'investissez pas, vous appauvrissez. Si on reprend Guizot, qui est également un libéral en un sens, pas forcément surtout, mais enrichissez-vous par le travail et par l'épargne. Le travail a été tué par les politiques publiques des 40 dernières années, et l'épargne est tuée par la politique monétaire. Donc évidemment, il ne faut pas s'étonner qu'il ne reste pas grand-chose pour s'enrichir. Voilà. Ouais, parce qu'il faut quand même qu'au bout d'un moment, sinon ça fait mec qu'il n'y a pas de dîner, il va falloir qu'on s'arrache à votre affection. Hein. Ah oui, t'as écoutez, si vous avez des questions, je vous en prie, on a un petit peu de temps. Je ne sais pas si Philippe Manière a beaucoup de temps. Donc, non, mais j'ai le temps quand même de répondre aux questions. Je plaisantais, bien sûr, on peut prendre les questions s'il y en a. J'ai une question, monsieur Saint-Pierre. Étant donné que vous êtes passionné par l'entrepreneuriat, vous n'avez jamais pensé à l'aventure entrepreneuriale ? Eh bien, si, j'y ai pensé. En me rasant. Ça, j'y ai pensé, j'y ai pensé plus souvent, mais je l'ai pas fait parce que, je vais vous dire, je suis dans une entreprise, et je pense qu'il y en a plein qui sont comme ça, il y a ce concept d'intrapreneurship. Yeah. C'est-à-dire que vous êtes dans une structure où vous pouvez, ce qui est difficile, parfois plus difficile que d'entreprendre seul, mais vous pouvez, dans une structure préexistante, entreprendre, ça veut dire prendre un sujet, prendre un projet et le développer. Et donc avoir quand même la satisfaction, sans avoir toute la liberté de l'entrepreneur, mais avoir une certaine satisfaction en ayant d'autres types de contraintes. Donc j'ai l'impression d'avoir pas mal entrepris dans la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui, d'avoir développé un business. Ouais. Alors est-ce que j'aurais pu le faire ? Je travaille chez Lazare, si je m'étais arrivé en disant Saint-Pierre, frères et compagnie, je pense que ça aurait été plus difficile.
Voilà. Boussac, c'est un frère, c'est mieux. Peut-être un tout petit mot là sur la liberté, l'ivresse d'être libre quand on est entrepreneur. Il ne faut pas non plus se raconter l'histoire. Avoir un patron, c'est pénible. Alors moi, j'ai eu de la chance. Dans ma vie, j'ai eu 4 patrons, non 3. Et les 3 étaient quand même des grandes figures que j'étais fier de servir. J'ai eu Philippe Tesson, Claude Imbert et Claude Bébéard. Donc, ils sont comme chacun d'entre nous. Hein. Ils ont des qualités et des défauts. Mais enfin, travailler pour ces 3 personnes-là, ça ne me paraissait pas être une souffrance de chaque instant. Symétriquement, quand on n'a pas de patron et qu'on est chez soi, on bosse le soir, on bosse le week-end, au moins autant que si on avait un patron, et même plus. Et surtout, on a mieux que le patron, pour vous empêcher de faire ce que vous voulez, c'est les clients. Les clients, vous leur devez tout, ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est bien normal. Et donc, l'idée que quand on monte sa boîte, on est libre, c'est une idée folle. On n'est pas libre parce qu'on a la responsabilité, même si, encore une fois, on n'est pas là pour leur faire plaisir. On a le sentiment qu'on est responsable quand même du développement, du maintien de l'emploi des gens qu'on a recrutés et qui vous ont fait confiance, des partenaires en affaires, etc. Donc c'est une pression, je ne suis pas en train de me plaindre, mais c'est une pression psychologique et surtout sur l'emploi du temps en termes de masse qui est considérable. Et je ne crois pas qu'il faille se représenter l'idée de l'entrepreneuriat comme étant jeter enfin aux orties les pressions insupportables qu'on ressent quand on est salarié. Il y a quand même une chose dont on a un tout petit peu la maîtrise, c'est la manière dont on organise son emploi du temps. Oui. Non, mais c'est-à-dire que moi, si je veux aller nager à 14h30 parce que j'ai un rendez-vous qu'à sauter ou que de toute façon il vaut mieux que je réfléchisse en allant à la piscine, machin, etc., je vais nager à 14h30 et il n'y a personne qui va me dire écoutez, manière 14h30 pour nager, non, c'est moi qui décide. Après, c'est moi qui décide que si je vais nager à 14h30, au lieu de m'arrêter de bosser à 23h, j'arrêterai à 1h du mat. Mais c'est cette maîtrise-là, je l'ai, mais c'est la seule. Tout le reste, la nécessité de faire que l'écosystème s'entretienne et se développe, c'est au moins une pression, je crois, comparable, au moins celle qu'on a quand on a un employeur. Non, mais je ne voudrais pas effectivement laisser croire que parce qu'on entreprend, on est libre. Mais on a la liberté dans le choix des contraintes. Oui, parce qu'on choisit quand même ces contraintes davantage. Et que dans une entreprise, on va en subir plein, tu disais toi-même, que ce soit l'emploi du temps, le patron, le machin, les réunions. Les réunions, il y a beaucoup d'emmerdements qu'on ne choisit pas et qu'on subit. La meilleure raison d'être entrepreneur, créateur d'entreprise, c'est les réunions. Rien n'est plus affreux dans les grandes boîtes que le temps, mais vous ne pouvez pas imaginer, quoi. Une ou deux fois, moi, je me suis retrouvé avec des très grandes boîtes type CAC 40 qui me demandaient, on fonctionnait bien ensemble, puis voilà, l'émission, c'était vraiment, mais ils me demandaient en gros de faire leur boulot, quoi. C'était hallucinant à quel point on était dans leur core business. Donc j'étais assez étonné, je me dis, je suis très content qu'ils me fassent confiance, puis ils me payent, je suis là pour ça, très bien. Mais quand on commence à être un peu plus familiarisé avec les gens, on dit, mais non, j'étais très content de ça, mais j'étais un peu surpris parce que j'aurais pensé que c'est plutôt le genre de quelque chose que vous devriez faire vous-même. C'est quand même et les gars me disent, non, mais t'as raison, mais simplement on n'a pas le temps. Je dis, ah bon, mais pourquoi? Parce qu'on est en réunion. Donc les gars sont en réunion non-stop et font faire le core business aux consultants. Je caricature, mais enfin, il y a quand même un peu de ça. Et c'est honnêtement pas super satisfaisant. C'est-à-dire que dans ces grandes boîtes, vous avez la mutuelle, vous avez les 35 heures, vous avez le CE, vous avez un nombre de trucs formidables, vous avez une certaine garantie. Alors quand on commence à monter dans les étages, on a aussi la garantie qu'on se fera shooter à un moment parce que c'est un trop gros salaire et que, bon voilà, mais enfin, quand on se fait shooter dans les grandes boîtes, on se fait shooter avec un gros chèque et puis après on redevient consultant pour la boîte. Enfin, c'est pas non plus, je veux dire, les cas sociaux sont pas là pour faire simple, mais le truc pour lequel j'admire les gens qui restent dans les très grandes boîtes, c'est pas le cas chez Lazare, c'est pas assez gros pour ça, je veux dire. Dans les très grandes boîtes, souvent, la vie consiste en une succession de réunions. Et ça, je trouve que c'est quand même, quand on a un QI supérieur à sa température rectale, c'est pas formidablement ambitieux, mon hypothèse, c'est douloureux. C'est un peu douloureux quand même. Une réunion, c'est chiant. Souvent, presque tout le temps. Allez, soyons honnêtes, pas tout le temps. Ouais. Est-ce que pour vous, il existe un pays ou un écosystème de politique publique véritable sur Terre, que ce soit l'Union européenne ou outre-Atlantique, modèle idéal pour faire vivre l'entrepreneuriat? Vous regardez vers, je ne sais pas, la Silicon Valley, au plus proche, l'Estonie, quelque chose sur lequel, moi je suis allemand par exemple, est-ce que l'Allemagne est le modèle? Souvent, j'ai l'impression que quand je lis la presse en France, il y a une espèce de complexe vis-à-vis des Allemands, du moins sur la réussite économique, mais est-ce que c'est vraiment justifié ou est-ce que c'est plutôt un pays comme l'Estonie? Il y a deux questions. Je pense qu'il n'y a pas de pays idéal. Et deuxièmement, je pense qu'il n'y a pas de modèle. Chaque pays trouve
le mode de fonctionnement qui correspond à sa culture, à son histoire, au tempérament de ses habitants, à sa géographie, et voilà. Et de là, il peut, parce qu'il est bien géré, bien évoluer, ou parce qu'il est mal géré, mal évoluer. Donc on n'est pas obligé de transformer la France en Silicon Valley ou en Pologne ou en je sais pas quoi. Je veux dire, la France doit faire avec son truc, évidemment en regardant les trucs qui marchent ailleurs et les trucs qui marchent pas chez elle. Tiens, ça peut être une idée, mais tout est là. C'est aussi pour ça qu'on en parlait. C'est ce que la France est un pays d'entrepreneurs. Tout est là. En dépit de ce que je disais sur nos lacunes culturelles et juridiques et parfois historiques, les ingrédients sont là. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas le maître saucier pour faire ça correctement. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller voir. Vous savez, moi j'ai connu le modèle japonais, on nous a inventé le modèle japonais, le modèle rhénan, le machin, il y avait plein de trucs comme ça. Je crois qu'il faut que chaque pays trouve son propre modèle, sinon on aura du mal à le porter. Tu as une autre idée, toi? Non, d'abord, c'est intéressant que vous posiez la question parce que heureusement, c'est enfin sorti du vocabulaire, mais ça fait quand même 30 ans qu'on nous bassinait avec le modèle français qui avait cette particularité assez unique pour un modèle que personne ne voulait limiter. C'est quand même assez spécial. Donc déjà, ça on peut oublier. Le modèle français est un modèle par antiphrase. Bon. Ensuite, est-ce qu'il y a des pays qui peuvent nous servir d'inspiration? Oui, c'est une autre question. Parce que je crois que tu as tout à fait justement répondu, François. C'est-à-dire qu'un modèle correspond à une civilisation, à un héritage historique, à une Gemütlichkeit, puisque vous êtes allemand. Moi, je suis très, très, très admiratif de la manière dont fonctionne la Suisse, par exemple. Mais on n'est pas des Suisses. Et donc, l'Allemagne du Sud, moi j'aime beaucoup le Bade-Württemberg, j'aime beaucoup la Bavière, je trouve qu'il y a une espèce de dynamisme. C'est pas exactement c'est pas la Prusse, il y a quelque chose qui est très séduisant dans le Sud. Moi je me sens vraiment dans un pays qui combine bien tout quand je suis quelque part entre le lac de Caume et le lac de Constance, vous voyez. Il y a là quelque chose qui marche vachement bien. Il y a des bons hôtels. Alors, voilà, il y a des bons hôtels, mais pas que. C'est fou, quoi. Vous êtes en Suisse, moi j'y vais assez souvent. Vous faites Paris-Zurich en train. Dès que vous passez la frontière, vous avez une usine tous les 700 mètres. C'est quand même magique. Alors ça tient beaucoup à des choses qu'on ne va pas pouvoir reproduire. Le territoire en Allemagne, et en particulier en Allemagne du Sud, en Suisse ou en Italie du Nord, c'est un territoire qui fait qu'il y a une petite ville toutes les 15 bornes et un gros village toutes les 3 bornes. Ça fait plus d'usines qu'en France où il y a une grosse ville et puis ensuite plus rien pendant 25 bornes, puis ensuite une petite ville, puis ensuite plus rien pendant 50 bornes. Enfin, il y a des fatalités. Il y a des fatalités sur lesquelles on ne peut pas avoir le même fonctionnement que les autres. Mais moi, je suis quand même très impressionné par la réussite de cette zone du monde et par sa capacité à redresser la barre. La Suisse a eu ses problèmes, l'Allemagne, vous savez bien, a eu ses problèmes. Voilà, il y a eu des réformes qui ont été faites, qui n'étaient pas que câlines, qui n'étaient pas que du bonheur, mais ils les ont absorbées. Il y a eu 5, 7, 8 ans de difficultés avec baisse du pouvoir d'achat, durcissement d'un certain nombre de règles sociales. Puis à la sortie, il y a un pays qui est à la fois riche et relativement pacifié, quoi. Alors moi je connais pas l'Estonie, ça me paraît pas particulièrement significatif parce que typiquement les machins qu'ils ont fait sur internet, ils sortaient du néant, donc c'est beaucoup plus facile. Quand on écrit sur une feuille blanche, c'est vachement plus facile. Par exemple, moi je suis assez favorable à la flat tax, modulo un certain nombre de choses qui font qu'elle soit quand même redistributrice. La flat tax, quand vous êtes en Russie ou en Slovaquie et que de toute façon plus personne payait l'impôt depuis plusieurs générations, c'est assez facile. En France, où on a parmi les avantages comparatifs vestigiaux qui nous restent, il y a le consentement à l'impôt qui est très élevé, le taux de recouvrement de l'impôt en France est très élevé, avec des impôts qui sont souvent très progressifs. C'est beaucoup plus difficile de basculer sur des systèmes alternatifs. Donc il y a des choses dont on ne peut pas s'inspirer. Le succès de l'Estonie, on ne peut pas s'en inspirer. Moi, je suis très admiratif quand même de la zone germanique que j'indiquais, d'Israël aussi à bien des égards. Je trouve qu'il y a une combinaison en Israël qui est très intéressante. Alors, ils sont en train de perdre complètement la partie socialiste des origines, pour le meilleur à certains égards, mais aussi pour le pire. Je pense qu'il faut qu'ils fassent gaffe à ne pas aller trop loin dans l'autre sens. Enfin, il y a quand même une ébullition entrepreneuriale, pour le coup, là-bas, qui est très spectaculaire. Moi, j'aime bien la Finlande à certains égards. Le système éducatif finlandais, moi, je suis passé un peu sur la question, je suis allé voir, c'est quand même c'est une leçon. Mais pareil, est-ce qu'on peut reproduire? La Finlande, il y a 0 hétérogénéité ethnique, par exemple. Nous, pour le meilleur et pour le pire, en France, on a une très grande hétérogénéité ethnique. Les Finlandais, c'est tous des Finnois, sauf ceux qui sont suédois, et il y a 25% qui sont suédois ethniques, mais ça fait 50 ans, 100 ans qu'ils cohabitent et qu'ils ont cessé de... Donc, il n'y a pas de sujet. Donc on ne peut pas s'inspirer trop
de ce que font les autres. En revanche, ce dont on peut s'inspirer, c'est pour ça que je vous citais tous ces pays tout à l'heure, encore une fois, réforme de droite, réforme de gauche, on peut s'inspirer de gens qui sont trouvés dans la même impasse que nous et qui ont eu à la fois le désir, la ressource, la capacité à lire les bons livres qui leur permettaient de changer, dont les Allemands et dont les Suisses. Sur ces paroles fortes et néanmoins républicaines. Oui. Non, s'il y a d'autres questions, je ne sais pas... Le modèle allemand reste assez décrié dans la mesure où il y a beaucoup de précarité avec les mini-jobs. C'est des conneries, ça. C'est des conneries. Enfin, c'est vrai que... Enfin, si vous voulez, on ne va pas dire qu'en France, il n'y a pas de précarité, quoi. Il y en a beaucoup plus en France à certains égards. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en France, il y a une espèce d'énorme arrosage permanent et qu'il y en a moins en Allemagne. L'Allemagne, si vous voulez, vous pouvez pas avoir un pays où il y a... Les emplois ne peuvent pas tous être pareils. D'abord parce qu'il y a des entreprises qui exagèrent, mais il y en a beaucoup qui ont objectivement besoin de contrats courts. Si vous internalisez les contrats courts, il n'y a pas d'emploi, donc il vaut mieux les contrats courts que pas d'emploi. Et d'autre part, c'est bon aussi pour une société que tout le monde ne soit pas au même niveau, parce que ça donne des courants ascendants quand tout va bien. Et donc, on ne peut pas récuser l'immense succès de la réforme allemande des 15 dernières années parce qu'il y a des éléments de sous-optimum sociaux ici ou là. Il y en a, mais il y en a beaucoup moins que si l'Allemagne ne s'était pas réformée. Si l'Allemagne ne s'était pas réformée, on serait dans une situation catastrophique. Quand il y avait un vrai questionnement d'Helmut Kohl sur le Standort Deutschland comme lieu de production, ils ont su affronter la réalité. Et il y aurait aujourd'hui, il faut voir les excédents allemands, qui sont d'ailleurs problématiques, mais Standort Deutschland comme lieu de production, la question ne se pose plus. Et si on avait fermé l'Allemagne comme lieu de production, si l'Allemagne s'était trouvée dans la même situation que la France, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 22 ou 23% de son PIB à faire de l'industrie, il n'y en avait plus que 10%, il y aurait beaucoup plus de précarité et de malheureux en Allemagne, croyez-moi. Donc rien n'est parfait, mais je pense que l'Allemagne a fait le bon choix, et qu'en tout cas ce dont on lui fait grief aujourd'hui, même si c'est pas toujours faux, ça ne suffit pas du tout à récuser les bons choix qu'elle a fait. Oui, et puis statistiquement, c'est assez Mais bien sûr, démenti aussi. Enfin, il suffit de regarder le PIB par habitant en Allemagne et en France sur les 15 dernières années pour voir l'écart qui se creuse. De regarder juste le taux de chômage qu'on a en France et le taux de chômage qu'il y a en Allemagne. Voilà, donc on pouvait avoir des petits effets négatifs en bord, mais c'est des arguments politiques, ça. Enfin, dans le Bade-Württemberg, c'est 3,4% le taux de chômage. Oui. Donc voilà. Il y a certainement des gens malheureux dans le Bade-Württemberg, mais il est assez probable qu'il y en ait moins que dans un pays comme la France où il y a 11% de chômage les mauvaises années et 10% les bonnes, depuis 50 ans. Enfin, si vous allez à Strasbourg, vous verrez des autocars circuler en ville qui vous invitent à aller travailler en Allemagne. Et si vous regardez fait à une autre époque, mais bon. Si vous regardez la concentration de richesse en France, vous avez évidemment la région parisienne, un peu Rhône-Alpes, un peu PACA, et puis sinon vous regardez, il y a une bande rouge là qui fait le tour de la Suisse, qui remonte l'Alsace et qui va jusqu'au sud du Luxembourg. C'est-à-dire que les Français qui sont riches sont ceux qui travaillent au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse. Si vous trouvez que c'est un hommage rendu au modèle français, il va falloir m'expliquer comment vous faites. Très bien, on peut remercier, je pense, nos intervenants. Voilà, Merci beaucoup. merci à vous.